Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui, maintenant qu'on est enfin en 2026, je vous souhaite une excellente année et surtout, je vous souhaite une excellente année de cinéma. Allez découvrir ce que l'année vous propose puisqu'on aura de très belles surprises. Mais aujourd'hui, on est là pour revenir sur ce qu'était l'année 2025 en termes de séries, sur ce qui était mes déceptions et sur ce qui a été pour moi le haut du panier de ce qu'on a pu voir sur le petit écran. Et il est temps pour moi de revenir, comme j'ai pu le faire sur le top et les flops de l'année en termes de films, sur ce qui était l'année des séries en 2025. Donc on va être très bref parce qu'on va pas épiloguer longtemps, on a beaucoup de séries à voir. Donc c'est pour ça qu'on va être assez court et efficace. En quelques mots, j'ai envie de vous donner envie ou non d'aller découvrir ces œuvres-là. Mais le plus important quand même, c'est qu'à la fin, je vous donne envie au moins de voir une œuvre de tout ce que je vais vous proposer. Donc on est parti. Vous pouvez vous abonner d'ores et déjà si vous découvrez ma chaîne. Vous pouvez liker la vidéo, la commenter à la fin de la vidéo quand vous aurez vu un petit peu le panel que je vais vous proposer. Mais déjà voilà, votre énergie, votre engouement face à mon travail, eh bien ça me donne beaucoup. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire maintenant. On est parti, on va commencer à la 10e position et on va remonter jusqu'à la première. Et on va faire ça pour les mauvaises séries comme les bonnes. Donc on va commencer par le mauvais pour tout de suite aller vers la lumière par la suite. Alors, en termes de flop 10, j'aimerais parler de Peacemaker et en termes de top 10, j'aimerais parler de Creature Commandos. Alors là, c'est très drôle parce que c'est deux œuvres de James Gunn. James Gunn, vous le connaissez, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, le réalisateur de The Suicide Squad ou encore le réalisateur du dernier Superman. C'est lui qui met en œuvre le nouveau DC Studio, les films, comment dire, les Batman, la Justice League, les Wonder Woman, les Green Lantern, etc. C'est lui qui est à l'œuvre et c'est lui qui nous a fait un Superman que j'ai détesté. Et avec Peacemaker premier du nom, j'avais aimé la saison, j'avais beaucoup aimé ce qu'il en faisait. Et là, je retrouve réellement du gun parce que dans cette deuxième saison, c'est poussif à l'extrême, c'est trop lourdingue pour moi, trop extrême, et donc je ne suis pas rentré dedans. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à la 10e place de mon top se retrouve une autre série de James Gunn qui s'appelle Creature Commandos. Et là, on a son humour, mais qui est en animation, qui mixe le gore et des scènes dramatiques et humoristiques qui fonctionnent plutôt bien parce que l'animation amène à tolérer beaucoup plus son délire, son univers déjanté. Donc voilà, c'est deux œuvres de James Gunn pour le pire et pour le meilleur. Pour ce qui est de Handmaid's Tale, nous parlons de la 9e place. Pour les flops, Handmaid's Tale, c'était La Servante Écarlate, une série que j'ai adorée dans ses premières saisons, qui était une série qui nous revenait sur une dystopie où des femmes n'ont plus aucun pouvoir, et il y en a certaines qui sont que des servantes, d'autres qui ne sont là que pour enfanter, et c'est vraiment une excellente série jusqu'à ces dernières. Je dois dire que ces deux dernières ont perdu en crédibilité. Disons que son personnage va trop loin et n'est jamais réellement importuné par ce qu'elle fait. Et il y a un moment donné où je n'arrive plus à être crédule de tout ce qui lui arrive et comment elle échappe aux situations. Et il y a un moment donné où je trouve que on étire beaucoup trop la série, alors qu'on avait vraiment un show qui au début se maîtrisait et qui était étouffant à l'extrême et d'un effroi terrible. The Handmaid's Tale, les premières saisons, c'est du gratin, mais attention, c'est extrêmement violent. C'est pour ça que la série se retrouve en 9e place, parce que j'ai été déçu de la finalité de cette série. Je trouve qu'elle aurait dû se terminer bien avant. Là, j'étais plus dedans, tout simplement. Et pour la 9e place, je regarde mes notes, 9e place en termes de top, j'aimerais vous parler d'Alain Chabat et de sa série Astérix et le combat des chefs, qu'il a fait sur Netflix. Bon bah ça c'était merveilleux, ça c'était extrêmement drôle, coloré, vif, efficace, et que ce soit Boombastic il utilise cette musique pour un moment bien spécial. Moi j'ai hurlé de rire, mais il y a beaucoup de moments qui m'ont amusé. Les moments à la Disneyland, c'est pareil. Il réinvente les codes français pour les amener ici, et je trouve que ce qu'il en fait c'est super. Même quand il se moque des blockbusters actuels avec les Avengers,
Voilà, à chaque fois, on se régale de son humour et vraiment, il nous fait des choses super. J'étais à regret de savoir que la série se finissait déjà. Voilà. Et l'épisode, le tout petit épisode sur les sangliers à la fin, c'est tout ce qu'il nous fallait. C'est vraiment du Shabbat pur et dur, tout simplement. Voilà. Donc pour ce qui est de la 8e place en termes de flop, j'aimerais vous parler de La Roue du Temps. Alors ça, je n'ai jamais compris l'engouement face à cette série Amazon. La fantasy a amené La Roue du Temps, qui est un très très gros best-seller de fantasy. Et je dois dire que j'aime beaucoup ces livres-là. Et quand on voit ce qu'ils en font, eh bien j'ai envie de dire que en effets spéciaux, c'est pas réellement très beau. En termes de personnages, on est souvent en train d'en faire autre chose, mais c'est bien, hein, les séries, quand on adapte, on est obligé de trahir. Mais là, on trahit trop, et je n'ai jamais embarqué réellement avec la série de La Roue du Temps. Je crois qu'ils se sont arrêtés là, avec la 4e saison, parce que la série est annulée. Moi, je l'aurais annulée depuis la première saison, donc j'ai pas eu d'engouement dessus. J'ai envie de vous dire, regardez par vous-même, mais honnêtement, ça vaut pas grand-chose. Vraiment. En termes de top, je vais vous parler de Adolescence. Adolescence, c'est une série Netflix qui s'amuse avec des plans séquences, une caméra qui vous suit de tout son long pendant 1 heure. Chaque épisode est construit en plan séquence. Ça veut dire que les acteurs, les situations doivent être jouées au bon moment. C'est le bon timing. Tout le monde doit connaître son texte, tout le monde doit connaître ses déplacements et la caméra doit également être au bon moment, au bon endroit. Voilà, tout simplement. Ce qui donne une impression, si vous voulez, de suivre le personnage en temps réel. Et ici, avec un personnage qui est un enfant dont on croit qu'il a pu tuer quelqu'un, eh bien, ça donne un show qui est hyper bien maîtrisé avec Stephen Graham et ce jeune homme, ce jeune comédien qui ont tous les deux reçu des prix aux Emmy Awards l'année dernière et c'était mérité. Non, cette année, pardon. Cette année. Et c'était mérité parce qu'ils sont extraordinaires, ces deux comédiens-là. Et Stephen Graham, ça fait très longtemps qu'il est sous-coté, qu'il est mis de côté, alors que c'est un immense comédien. Donc moi, j'étais hyper heureux de le voir emporter une statuette, et j'aimerais le voir bien plus, parce que là, en termes de performance pour jouer le père, j'y ai pensé. Je me suis dit, j'aimerais tellement qu'il gagne quelque chose, et jamais j'aurais cru que ça aurait pu être un jour le cas. Donc, Adolescence, c'était une très bonne série Netflix, très bien calibrée. J'ai rien de dire spécialement dessus de plus. En 7e position, pour ce qui est des flops, j'aimerais vous parler de Foundation. Et en 7e position, en termes de top, je vous parlerai de Last of Us saison 2. Pour ce qui est de Foundation, Fondation, c'est des livres de science-fiction que j'ai lus, que j'aime énormément. C'est Isaac Asimov qui a fait ces œuvres-là. Et c'est de la science-fiction assez complexe. C'est un très gros univers. Mais c'est tellement passionnant à suivre. Moi, j'ai lu Foundation comme j'ai lu Dune en même temps. J'ai lu tous les Dunes et tous les Foundation. Et du coup, c'est deux univers de science-fiction qui sont très riches. Donc, ça m'a emmené très loin dans ce que la science-fiction peut faire. Et c'est vrai que savoir adapter ces œuvres-là, faut y aller. Faut avoir du cran pour dire j'ai envie de le faire. Foundation, c'était formidable en saison 1. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel, en tout cas en saison 1. Il y avait Jared Harris pour être Harry Seldon, et je trouvais que le casting était parfait parce que le comédien est exceptionnel. On avait Lee Peace pour être cet empereur, et un empereur qui était cloné. C'était la même personne, jeune, adulte et vieux. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez génial dans cette idée-là, puisque on a en la même personne la sagesse et la fougue de la jeunesse, la sagesse de la vieillesse et le passage adulte plus posé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisaient en saison 1, qui me donnaient envie d'y croire. Et ensuite, on a fait beaucoup de récits, de subtiles intrigues avec des marchands, etc., qui ne prennent pas, des effets spéciaux qui sont pas toujours au grand niveau, malgré que je trouve qu'il y a une cohérence à ce niveau-là. Mais en termes de récit, si on n'est pas avec Harry Seldon, si on n'est pas avec l'empereur, je trouve que tout le reste, il y a beaucoup trop de personnages et beaucoup trop de moments qui sont bof. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis déçu de Foundation, parce qu'il y a un potentiel terrible et que je vois réellement la série s'engouffrer dans un peu tout et n'importe quoi à l'heure actuelle. Pour ce qui est donc de la 7e place pour le top,
Last of Us saison 2, j'ai envie de dire que la contemplation et tout ce qui avait été amené dans la première saison me plaisait beaucoup. La relation entre Joel et Ellie également. Et ici, on a Isabella Merced et Ellie qui vont avoir beaucoup, beaucoup de moments ensemble. Isabella Merced crève l'écran dans cette œuvre. Elle est magique, elle est guerrière, elle est contemplative, elle est belle. Enfin voilà, elle apporte énormément dans cette seconde saison. Il y a beaucoup de moments qui sont très durs à voir, mais que je ne connaissais pas parce que j'ai pas lu les jeux. J'ai pas joué aux jeux vidéo. Et on reprochait à la première saison sa contemplation, son manque d'action, mais le gameplay et adaptation de jeux vidéo, c'est pas du tout la même chose. Évidemment que dans un jeu vidéo, on doit tout le temps vous donner envie de jouer et donc tout le temps avoir un regain d'action qui arrive, là où en termes d'adaptation, on peut pas vous mettre dans une série que de l'action tout le temps. Donc on est obligé de mettre des moments où on calme les choses. Et moi, ça ne me dérange pas personnellement. Je trouve que c'est bien fait. Donc j'ai pas réellement de problème avec ça. Si vous vous en voyez un, j'en suis désolé. Je trouve vraiment que la saison se tient, que la saison 2 a de belles choses. Il y a juste son épisode final qui pour moi n'est pas réellement un épisode final, qui est plutôt un épisode, un avant-dernier épisode, ouais. Parce que comment se termine le show pour donner envie de rester jusqu'à une saison 3, je suis assez dubitatif. Mais je trouve que pour le reste, ça se tenait réellement bien. Et toutes les scènes qui reviennent du jeu vidéo sont assez incroyables et vraiment bien foutues. Donc voilà, moi je suis assez content dans l'ensemble de ce qui a été fait avec The Last of Us 2. Et je trouve qu'on a vraiment des décors, des comédiens, etc. qui se tiennent et qui font beaucoup pour donner envie, tout simplement. Et la musique, je la trouve très belle. Donc voilà, c'est la fin pour la 7e position. Place au flop. En 6e position pour les flops, je vais vous parler de Gen 5 et de The Witcher. Alors Gen 5, c'est un spin-off de The Boys qui n'a aucune âme et j'ai jamais réussi à rentrer dans la première saison. C'est pas avec cette deuxième que je vais y arriver. Et je trouve vraiment que c'est un projet juste fait pour la thune, mais qui n'apporte pas grand-chose en réalité. Et pour ce qui est de The Witcher, la nouvelle saison, eh bien, on avait un livre qui est une poule aux œufs d'or, on a des jeux vidéo qui sont extraordinaires. Netflix a voulu s'engouffrer là-dedans avec Henry Cavill en Witcher, en sorceleur. Et en fait, le bestiaire et l'univers est incroyable et permet des choses tellement, tellement intéressantes. Et ils n'ont pas su maintenir ça. Ils n'ont rien fait de The Witcher. Et aujourd'hui, on est à la 4e saison avec un nouveau comédien qui n'a pas la classe d'Henry Cavill, qui est clairement pas un sorceleur. Et puis, on a des sous-intrigues qui vont plus nulle part et on voit bien que la série se perd et donc c'est un désastre absolu à tous les niveaux. Donc, ça aurait pu même être bien plus bas. J'avoue que 6e position pour The Witcher, je suis encore très gentil là-dessus, je trouve. Pour ce qui est de la 6e position pour les tops, je vais vous parler de The Bear, qui est une série FX qui est amenée sur Disney+. Et cette série-là va nous parler de personnages qui sont en dépression. En tout cas, ils ont tous un mal-être. Et ils vont faire qu'un. Ils vont réellement devenir une famille pour faire perdurer un restaurant. Ils doivent devenir une famille pour pouvoir s'entendre et pour pouvoir essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Et c'est en rencontrant ces personnages, en les voyant s'allier, que la série devient superbe. Et on a vraiment de très belles choses, des belles relations. On a aussi une belle exigence au niveau de la réalisation. On a la pression du travail, on a l'exigence du travail. On a surtout... la cuisine, c'est un prétexte pour ce qui est le cœur de la série, les personnages, leur souffrance et surtout leur union. Et voilà, ça en fait une très très belle série. Et j'ai découvert la saison 1 à la saison 4 cette année. Donc vraiment, j'ai tout découvert de ce qu'est The Bear en 2025 et c'était vraiment fabuleux. Donc voilà, je dois le dire. En 5e position pour ce qui est des flops, j'aimerais vous parler de Stranger Things saison 5. C'est ça, saison 5. Et on va parler aussi de Squid Game saison 2. Et pour ce qui est des bonnes séries, on parlera de Task. Alors, pour Stranger Things, à l'image de Game of Thrones et sa dernière saison qui a déçu tout le monde, je trouve que Stranger Things avait des premières saisons qui étaient réellement passionnantes. Et je trouve même que la saison 4 avait beaucoup plus d'épique et de cohérence
qu'ils n'ont fait par la suite. Cette dernière saison, c'est beaucoup de pirouettes scénaristiques, c'est aussi très peu d'épiques. Il n'y a que le dernier épisode qui nous maintient avec de l'émotion qu'on retrouve par-ci par-là, qui est bien dosé. Mais autrement, si on voit ce qu'a été la saison en elle-même, elle est absolument décevante en tout point. En tout point. Donc réellement, Stranger Things, c'était une série que j'ai réellement aimée. J'ai adoré suivre Eleven dans ses premières saisons. Et je trouve là aussi qu'on aurait dû couper depuis la saison 4. Donc écrire différemment pour clôturer en saison 4. Et l'épique qu'on a eu avec Vecna dans ce dernier épisode, il n'était pas là. Il n'était pas là. Alors qu'on l'attendait réellement. On ne l'a pas eu. Alors qu'en saison 4, on avait beaucoup plus de choses. Voilà. Même si déjà, j'avais des problèmes depuis la saison 4. Je ne vais pas vous mentir. Mais je trouve réellement que la saison 4 était bien meilleure que la saison 5. Et qu'il n'y a que le dernier épisode qui, par ses moments d'émotion, arrive à me rattraper. Ça n'en fait pas une bonne série pour autant. Et pour Squid Game, écoutez, c'était un récit très intéressant. En saison 1, c'était très amusant. Et en saison 2, ils en font plus rien. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Pour moi, c'était un projet juste pour la thune. Et parce qu'il y a eu un engouement autour. Et pour moi, je ne comprends pas trop pourquoi c'est revenu, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, c'est rapide. Je ne vais pas faire plus. Pour ce qui est d'une bonne série, en 5e position, je vais vous parler de Task. Task, il me semble que la série se passe en Louisiane. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais on va nous montrer comment des gens qui ont peu d'argent peuvent en venir à faire des cambriolages et ensuite à être poussés par de mauvaises actions. Et on va avoir du coup un policier qui va enquêter. Et c'est pas juste une enquête policière lambda. On va creuser en profondeur les personnages et c'est leur humanité, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur qui va nous intéresser et qui va nous emmener au cœur du récit. Voilà. C'est pas juste l'enquête qui va faire le show, c'est l'humanité et tout ce qu'on peut faire ressortir de ces personnages qui va réellement nous donner un petit plus. C'est le créateur de Mayor of Eastwood. Il avait fait cette série qui était une série avec Kate Winslet qui a été réellement mis en avant parce qu'on trouvait tous qu'il y avait beaucoup de potentiel et là encore, c'est toujours le cas. Pour ce qui est de la 4e position maintenant, dans ce qui est mauvais, je vais vous parler de Daredevil. Alors Daredevil, c'était la promesse de faire ce qu'on avait réussi à faire sur Netflix, la plus grande série sur des super-héros. Je maintiens, Daredevil, c'est exceptionnel sur Netflix. Maintenant, ça appartient à Disney+, quelle tristesse. Et ils avaient promis des chorégraphies et de la violence comme ça l'était sur Netflix. Les chorégraphies, rien n'est au niveau de ce que Netflix avait fait tout simplement. Donc voilà, ils essaient tant bien que mal, mais même en écriture, l'écriture est beaucoup plus pauvre, les chorégraphies se ressentent beaucoup plus, là où la violence était présente et où il y avait une dynamique qui marchait exceptionnellement bien. Je trouve qu'ici, tout est beaucoup plus pauvre et beaucoup moins intéressant. Donc Daredevil chez Disney+, c'est un grand nom pour moi. Et pour la 4e position en termes de bonne série, je vais vous parler de The Studio, qui est une série qui a eu 11 Emmy Awards cette année. C'est une série qui a triomphé. C'est une série qui est une satire sur l'univers du cinéma, qui se moque à excès et qui exagère des situations qu'on peut vivre sur des tournages dans les coulisses du cinéma. Et c'est une série qui est absolument délicieuse. C'est un humour qui est calibré. C'est réellement un ton anglais qui est génial avec Seth Rogen. Et on va les suivre dans leur monde, dans leur envie de produire des œuvres et sur les plateaux de cinéma. Et on va voir comment l'argent domine. On va voir des patrons véreux. On va voir des orgies de cinéma. On va voir des immenses soirées qui dégénèrent. Tout est là pour vous faire rire. Il y a Bryan Cranston qui joue réellement un PDG qui est à la ramasse avec un épisode, je pense aux Emmy Awards, mais je pense aussi à l'épisode ensuite où il est complètement défoncé. C'est absolument exceptionnel. Regardez une série comme The Studio, qui est une série qui d'une trentaine de minutes et réellement à chaque fois, ça se maintient. On va toujours plus loin. C'est de minute en minute. Le show vous épuise tant et ce qu'il raconte est passionnant. On a Martin Scorsese, qui est ce réalisateur que tout le monde connaît, qui vient jouer même son propre rôle. Tout le monde se moque de l'univers qu'on connaît et
le pousse beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. En troisième position, les amis, j'aimerais vous parler de Alien Earth pour ce qui est des déceptions, et j'aimerais vous parler de White Lotus ou encore de Morning Show pour ce qui est des séries qui m'ont réellement plu. Pour ce qui est de Alien Earth, je n'ai jamais aimé la saga Alien, à part pour le personnage de Sigourney Weaver. Je trouve réellement que je m'ennuie dans cet univers, je peux pas dire autrement, j'arrive pas à être captivé, j'ai jamais aimé l'Alien, je préfère Predator en termes de créature, mais c'est vrai que les films où on est toujours dans le vaisseau, où ça se passe toujours à peu près de la même façon, bon, même si chaque réalisateur a apporté quelque chose, je m'ennuie et je voulais réellement qu'Alien nous apporte autre chose. C'était la promesse de cette série, qu'on aille bien plus loin, et en fait j'ai aimé certaines choses, j'ai aimé ces enfants qui étaient mis dans des corps d'adultes, qui étaient clonés, et du coup ça donnait réellement des situations gaguesques entre leur corps et leur mental et leur pensée. Et j'ai adoré ce qu'ils en ont fait, j'ai beaucoup aimé la fille de Kyle Chandler dans cette série. Mais après, ils ont mis beaucoup trop de mystères, beaucoup trop d'intrigues, et on voyait qu'ils voulaient pas nous raconter ou clôturer certains mystères qu'ils mettaient en avant, parce qu'ils voulaient jouer sur la suite. Mais la suite, elle est jamais promise tant que la série n'a pas fonctionné. Il y aura une saison 2, on l'a appris maintenant, mais il y a des choses qui auraient pu être écourtées et qui sont poussives. Et du coup, ouais, moi, j'ai pas été totalement embarqué, même avec l'Alien, etc. Je trouve que on le dénature et il fait faux. Et en plus, mettre l'alien en plein jour, c'est un contresens total avec la peur qu'il doit incarner. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, mais au moins, ça a été tenté. J'ai envie de dire que peut-être que je n'accrocherai tout simplement jamais à Alien, mais le côté clonage et le côté Peter Pan, la réalisation qu'il y avait autour me plaisait beaucoup. Voilà, il y avait une promesse, mais qui moi s'est essoufflée au bout du 4e, 5e épisode. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de l'excellence, écoutez, White Lotus, c'est une série que j'aime énormément. Encore une fois, de l'humour noir, une satire. Et là, on va se moquer de gens qui sont extrêmement aisés et on va voir leurs vacances dans des hôtels de luxe et comment tous leurs problèmes, les problèmes de riches. Vous allez me dire comme ça paraît extrêmement chiant. Mais vous ne connaissez pas la patte de cet homme. Celui qui réalise, celui qui écrit les White Lotus est un scénariste passionnant et qui pousse toujours les situations à l'extrême. C'est-à-dire dès le début, on sent que ça va péter, que les personnages sont réellement dans un gouffre, et en fait, on maintient une certaine cohérence, on maintient un étau, et à chaque fois, on se dit ça va péter, et le moment où ça pète, ça pète. Mais il y a des décors somptueux, il y a une promesse de dépaysement à chaque instant, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de vrai. On sent que l'écriture de ces personnages-là pourrait exister et ils ont beaucoup de cœur. Et c'est ça qui fait une série passionnante. La première saison, c'était en Martinique ou quelque chose comme ça. La deuxième saison, c'était en Italie. La troisième saison, c'était en Thaïlande. La quatrième saison, c'est pour nous, c'est en France. Alors, tous les comédiens français aimeraient aujourd'hui être appelés par cet écrivain, je vous assure. Hein. Tout le monde aimerait être sur cette série. Ceux qui seront choisis auront beaucoup de chance. En tout cas, White Lotus, c'est du gratin. Absolu. Absolu. Et pour ce qui est de Morning Show, j'ai découvert tout Morning Show cette année. Je voulais l'avoir depuis longtemps, mais j'avais pas Canal+. Donc j'ai rattrapé toutes les saisons cette année et j'ai trouvé que c'était un show qui était réellement incroyable, maîtrisé, avec Jennifer Aniston qui est passionnante, Steve Carell que j'aime toujours autant, mais on a Billy Crudup que j'adore et qui joue un personnage qui est prêt à chaque fois à mettre toute sa vie en jeu et qui justement est excité par le fait de pouvoir tout perdre d'un coup. Ça en donne des situations qui sont absolument folles et géniales. On a Greta Lee que j'aime de tout mon cœur qui est dans cette série et qui était aussi dans la série The Studio, mais aussi dans le film Tron Ares, voilà, où on l'a découvert avec Past Lives, un film qui est un bonbon absolu. Découvrez Past Lives, c'est juste terrifiant à quel point vous pouvez pleurer après ce film. Voilà. Les sanglots sont là et le maintien, la beauté des sentiments qui ne sont pas dits, ça m'a emporté et je vous assure que j'en suis pas encore remis. Voilà, pour ce qui est
de Morning Show, c'était une série qui nous parle des coulisses de la télé et de sa cruauté. Et c'est absolument délicieux. On nous parle surtout de MeToo. Tout commence avec MeToo. Voilà. Si je peux vous donner envie, franchement, c'est pour moi la 3e place en termes de top. Pour ce qui est du pire en 2e position, nous avons Mercredi et Ironheart. Alors, Mercredi, l'univers de Tim Burton. Voilà comment on le vend partout à chaque fois. Mercredi de Netflix, un univers à la Tim Burton ou réalisé par Tim Burton. Ce qui est jamais réellement vrai, c'est toujours souvent le pilote qui le fait et ensuite il part. Et oui, on essaie de faire un univers à la Tim Burton, mais si vous connaissez Tim Burton, rien n'est réellement au niveau de ce que Tim Burton fait. Ok, le personnage de Jenna Ortega, c'est un personnage burtonien. C'est une évidence. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à sauver. C'est pas réellement très bon. Hein. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça assez désastreux. Et voilà, si vous pensez que ça, c'est du Tim Burton, franchement, c'est mal écrit, c'est mauvais. Si on enlève Mercredi, il n'y a rien dans cette série. Tout est poussif, les scénarios, c'est la même chose. Et donc, ouais, stop. Moi, je coupe court. Vraiment, je déteste Mercredi. Alors, j'ai adoré la danse. J'ai un peu plus aimé la première saison, j'avoue. J'ai été curieux du personnage de Jenna Ortega. Et en 2e saison, vraiment, l'écriture, c'est pas bon du tout. Donc, pour moi, stop. Et Ironheart, écoutez, Ironheart, c'est le, comment dire, c'est le Iron Man afro-américain proposé par Disney+, au cas où que ça fonctionne pas, pour pas avoir probablement à le mettre dans des films et dans les futurs films à venir du Marvel Cinematic Universe. Donc c'était une série faite un peu à la va-vite, comme ça, en disant bon, ce sera pour le public, pour ceux qui consomment, et puis on s'en fout un peu du reste. Et quand on voit le peu d'intérêt qu'ils nous donnent à vouloir suivre cette série, le peu d'intrigue, le peu d'envie qu'ils ont envie de mettre en avant, pourquoi je vous donnerais plus envie, moi, de la regarder? Ils s'en donnent même pas le cœur, donc moi je vous stoppe. Franchement, ça, je vais vous le dire, je vais peut-être être méchant, mais ça c'est de la merde, voilà, tout simplement. Que dire de plus? Maintenant, on passe à 2 excellences. Pour ce qui est des tops en 2e position, je vais vous parler de Andor et de Bref 2. Je vais être bref, c'était un format court qui était sur YouTube, qui amenait des situations cocasses avec un rythme qui était réellement maîtrisé. Bref, numéro 2 nous raconte des shows qui s'étirent sur 30 ou 40 minutes. Ça demande une écriture différente et ça demande réellement d'avoir de sacrées couilles pour aller s'affronter à un autre public. Et il le fait avec beaucoup de brillance. Kian Kojandi nous écrit des épisodes et nous fait remettre en question notre propre vie avec des personnages qui sont délicieux, avec des relations qui sont réellement touchantes et une philosophie de la vie qui est extrêmement bien amenée. Il a 40 ans, il se remet en question et il comprend parfaitement notre monde et je vous assure, vous allez pleurer, vous allez rire et vous allez beaucoup remettre en question votre vie avec Bref numéro 2. Et pour ce qui est de l'autre série, c'est une série Disney+. J'ai critiqué Ironheart juste avant qu'il y ait Disney+. Je vais parler du meilleur de ce qu'est Star Wars à l'heure actuelle. Andor, c'est au niveau des épisodes 4, 5, 6 de George Lucas pour Star Wars. C'est le meilleur de ce qui a été fait. Ici, dans cette série, vous avez une série qui va s'intéresser à la rébellion, à comment justement on met en place les échiquiers pour attaquer. Et on va... D'habitude, on s'intéresse aux Jedi et aux Sith. Là, on va avoir les petites gens, le peuple. Et on va voir comment celui-ci va soit se diriger vers l'Empire pour atteindre des grades, pour peut-être la rigidité, parce ils croient en message que l'Empire veut leur promulguer. Et il y a aussi ceux qui, évidemment, décident d'être rebelles et vont s'embarquer dans ce chemin qui les amène bien souvent au sacrifice. Et ça, c'est une série qui est absolument exceptionnelle, qui nous fait penser à la Première ou la Seconde Guerre mondiale, qui réutilise ces codes en tout cas, et c'est comme ça que le show est hyper intéressant. Mais le show, il y a Stellan Skarsgård qui est dedans, qui était dans Valeurs sentimentales en 2025 également au cinéma. Stellan Skarsgård, c'est une gueule, c'est un charisme, c'est un acteur que j'aime immensément, qui a une voix, mais je vous assure, il pourrait vous faire flipper
en un instant, mais il y a tellement de cœur dans ce personnage, il y a tellement de choses à dire sur lui que je pourrais vous en parler pendant 20 minutes. Autour de lui, un panel de personnages hyper intéressants, des cadrages qui sont somptueux, toujours intelligents, réfléchis, une envie de cinéma qui est dans son excellence. Donc je ne peux que vous dire d'aller foncer découvrir Andor sur 2 saisons qui se clôturent. Vous faites Andor saison 1, saison 2, vous regardez Rogue One qui est sa continuité et vous avez un show qui est réellement maîtrisé de son début et à sa fin. Voilà. Donc Star Wars a fait que des mauvaises séries jusque-là, mais Andor est la seule bonne série Star Wars auquel vous devriez donner de l'intérêt. Personnellement, c'est ce que je pense. On arrive à la première position. Êtes-vous prêts pour ce qui va arriver? Nous allons parler, dans ce qui est le pire, de All Fails. All Fails, c'était une série qui mettait en avant les avocats avec Kim Kardashian, qui est juste une pub vulgose, parce que dans la vraie vie, elle a essayé de devenir avocate et visiblement elle a échoué, mais en tout cas elle avait fait toutes les démarches pour le devenir. Et cette série n'est qu'une promotion à cette Kim Kardashian qui n'apporte pas grand-chose. Et réellement, c'est du putaclic, littéralement. Et pour ce qui est de la meilleure série ever, la meilleure série, alors une des plus grandes séries de tous les temps, pas juste la meilleure série de 2025, le plus grand show de 2025, c'est la saison 2 de Severance. Severance en saison 1, c'était un show exceptionnel. Je vais essayer de ne rien vous dévoiler de l'intrigue parce que vous pouvez découvrir tout par vous-même. Mais Severance, c'est une intelligence exceptionnelle autour de l'écriture. C'est un mystère qui est maintenu. C'est parler du capitalisme. C'est dénoncer énormément de choses. C'est une série qui prend son temps mais qui a une classe, un mystère, une atmosphère qui est lunaire. Et c'est une série qui va vous emporter ailleurs. Et je vous assure que Ben Stiller, qui réalise certains des épisodes, eh bien, il nous emmène réellement dans un show qui est dingue. Il produit, il n'écrit pas tous les épisodes, il produit, il en réalise, et sa réalisation est aux petits oignons. Honnêtement, Severance, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de série. Je ne sais pas comment vous en parler sans vous en dévoiler trop. Le mieux que je puisse faire, c'est de me taire, mais réellement de vous dire que ça, c'est un des plus grands shows qui ait jamais été fait. Severance. Vous devez vous cueillir de cette série le plus rapidement possible parce que tout est exceptionnel. Voilà, tout est là. Bon bah voilà, la vidéo arrive à sa fin et j'aimerais juste vous dire que j'ai rattrapé rapidement une autre série entre-temps, qui est Pluribus, une série par le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul, et cette série-là est au niveau de Severance. C'est réellement un show incroyable qui vous est proposé. Donc voilà, 2 énormes shows qui sont Severance et Pluribus, qui peuvent être à la place numéro 1 sans aucun problème. Vous avez des réelles, très très bonnes séries qui sont arrivées. Donc Twin Peaks, vous voyez par exemple, Twin Peaks sur Arte est disponible pendant 1 an à l'heure actuelle. Et Twin Peaks, c'est une œuvre de David Lynch que je vous invite à découvrir sur Arte gratuitement. Ne vous privez pas de cela. Et l'acteur qui a fait l'année 2026, donc pour moi en termes de série, mais c'est la même chose en termes de cinéma, c'est Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård a été exceptionnel pour la série Andor. Voilà, j'aimerais juste qu'on puisse le saluer. J'aurais pu vous parler de Billy Crudup également dans Morning Show. Mais voilà, s'il y en a un qui m'a effrayé, terrorisé, que j'avais envie d'embrasser par moments, c'était bien lui. Donc on est arrivé au terme de cette vidéo. Merci d'avoir tenu bon. Vous pouvez donc vous abonner, liker, commenter, me faire part de vos retours sur tout ce que je vous ai raconté à l'heure actuelle. Et on se retrouve donc très vite pour parler de cinéma et de séries, pour entamer réellement l'année 2026. Pourquoi parler d'autre chose? Merci à vous.